Tout le monde pensait qu'il était un échec inutile, mais il s'avère être le soldat le plus fort de l'humanité. Il est né dans un monde où des créatures monstrueuses connues sous le nom de dragons ont commencé à apparaître et à tout détruire. Avant que quiconque puisse même essayer d'invoquer Goku d'un autre monde, les monstres sont apparus soudainement. Et peu de temps après, des filles ont commencé à apparaître avec des pouvoirs de dragon. Elles ont commencé à être connues sous le nom de Di et ont été envoyées dans une académie spéciale. Mais à la surprise de Yu, il se rend compte qu'il a aussi ses pouvoirs mystérieux, bien qu'il soit un garçon. Il est bientôt envoyé dans un institut magique appelé Midgar. Et par chance, il rencontre une fille nommée Iris qui commence immédiatement à lui crier dessus pour être entré dans une zone strictement réservée aux filles. Il montre son badge et explique qu'il a été envoyé là-bas et qu'il n'avait pas le choix. Elle demande pourquoi un soldat comme lui est à l'académie, quand soudain Mitsuki, qui était la sœur cadette de Yu, les salue chaleureusement. Elle emmène immédiatement Yu à l'intérieur de l'école et lui remet son uniforme. Après quoi, il est présenté à un enseignant nommé Haruka. Elle l'informe qu'elle est la colonelle et qu'elle commande actuellement Midgar, alors Yu décide rapidement de flatter la nouvelle patronne et la salue pour être une femme forte et indépendante, comme tout mâle bêta mis en attente. Elle décide de l'interroger sur l'histoire de l'école et il répond avec confiance, en déclarant que Midgar a commencé comme une zone de quarantaine où les soldats gardaient les déesses enfermées. Après cela, quelqu'un s'est souvenu que les droits de l'homme existaient et les déesses ont été libérées pour rejoindre une organisation appelée Asgard, où ils gardent les derrières, je suppose. Maintenant, c'est une école chic où les déesses apprennent à transformer la matière noire en des choses cool comme des ressources rares et combattent parfois des dragons. Haruka semble impressionné mais laisse entendre secrètement que le véritable but de l'académie n'est pas exactement public. Après avoir parlé avec elle un moment, Yu commence à se promener sur le campus avec Mitsuki, exprimant sa surprise d'avoir été transférée là-bas. Elle lui dit qu'en tant que présidente du conseil des élèves, c'est son devoir de le présenter à toute l'assemblée. Pendant l'introduction, l'assemblée est choquée d'apprendre le genre de Yu. Mitsuki insiste pour que tout le monde l'accepte sans discrimination. Ensuite, elle tend le microphone à Yu qui admet timidement son inexpérience dans l'art du dé par rapport aux philo présentes. Plus tard, Yu assiste à son cours où Haruka le présente, mais une fille nommée Lisa interrompt, déclarant qu'elle ne l'approuve pas parce que c'est un garçon. Mitsuki intervient en affirmant que Yu a passé toutes les évaluations et procédures formelles. Haruka pointe la crête de dragon sur son corps, prouvant qu'il est autant un dé que les filles. Malgré cela, Lisa exige que Yu démontre ses pouvoirs. La classe est d'accord et Yu crée une boule de matière noire qu'il transforme en pistolet. Tout le monde est stupéfait, mais une fille commente qu'il a gaspillé sa magie en créant un pistolet et Haruka est d'accord en lui rappelant que ce n'est pas le Nifel et que leurs ennemis ne sont pas humains. Puis elle demande à Lisa de nommer tous les dragons qui sont apparus jusqu'à présent, et elle commence par le dragon noir qui est apparu il y a 25 ans, et mentionne les autres aussi. Au total, il y a eu 7 dragons, et maintenant les élèves ont pour mission de vaincre le basilic rouge, connu pour ses écailles, semblables à des diamants. Soudain, Iris se lève et décide que c'est le moment idéal pour raconter ce qui s'est passé entre elle et Yu à la plage. Elle fournit de nombreux détails accusant Yu de l'avoir vue nue et d'avoir pris ses vêtements. Les autres filles fusillent Yu du regard avec dégoût, le traitant de pervers, tandis qu'il lui crie dessus pour avoir manipulé l'histoire. Plus tard, les étudiants se dirigent vers la salle d'exercice souterraine où Iris explique à Yu que la salle est située sous terre pour éviter toute contamination matérielle lors de leur pratique. Lors d'une démonstration, il décide d'aider Iris avec ses étirements, mais rend la situation gênante par accident. Mitsuki arrive juste à temps pour les arrêter et lui demande d'attendre dans une autre pièce car c'est sa première fois ici. Les simulations commencent et Haruka demande à Lisa quelle est la matière la plus polyvalente et elle répond l'air avant d'invoquer 2 boules de matière noire pour voler. Yu est impressionné et Haruka explique comment manipuler l'air crée du vent qui permet de voler. Mitsuki crée une simulation d'un basilic rouge avec des écailles de diamant et Lisa génère une lance pour le combattre. Elle crée ensuite une puissante fusée éclairante qui perce et détruit la carapace du basilic. Ensuite, une fille aux cheveux blancs nommée Furl utilise de l'air comprimé pour créer un boulet de canon détruisant la simulation en quelques secondes. Les autres étudiants prennent leur tour pour impressionner Yu avec leur utilisation créative et efficace de la matière noire, contrairement à son approche consistant à la convertir entièrement en arme. Haruka révèle alors une vérité choquante. Les dragons apparaissent tous en même temps car ils sont par paires et chaque dragon cherche son dé correspondant. Si un dé trouve son dragon, il se transforme lui-même en dragon. Yu est stupéfait par cette révélation, réalisant qu'il pourrait un jour avoir à combattre l'un des siens. Elle mentionne également que cela s'est déjà produit il y a 2 ans lorsqu'ils ont dû abattre un camarade qui s'était transformé en dragon. C'est maintenant au tour d'Iris de se battre. Elle y va avec confiance, mais échoue plus durement que les chansons récentes de Katy Perry et se fait battre. Lisa est obligée de sauver cet idiot impuissant. Plus tard dans la soirée, Yu parle à Iris et l'encourage à admettre ses erreurs pour qu'elle puisse s'améliorer. Elle accepte et se confie sur le fait qu'un léviathan blanc a tué ses parents, ce qui la pousse à continuer même si c'est difficile. Juste à ce moment-là, une alerte d'urgence retentit annonçant l'arrivée d'un dragon de niveau blanc C et sa crête de dragon commence à briller de manière inquiétante.
Cette nuit-là, Yu est allé dans sa chambre et a eu un chat vidéo avec Major Loki qui lui a demandé s'il savait quelque chose sur les déesses se transformant en dragon. Il a admis qu'il le savait, ce à quoi Loki lui a dit qu'il devrait faire quelque chose pour empêcher le nombre de monstres d'augmenter. Il a ensuite proposé un plan tellement absurde qu'il a retourné l'estomac de Yu, tuer tous les déesses dont les marques ont commencé à briller avant qu'ils ne puissent suivre leur père de dragon et se transformer en dragon eux-mêmes. Il ignora les protestations de Yu et lui ordonna de suivre les instructions quand le moment serait venu. Quand il hésita encore, Loki menaça que s'il ne se conformait pas, il serait contraint d'utiliser des méthodes inhumaines. Pendant ce temps, Mitsuki s'adresse aux étudiants à propos de l'alerte d'urgence qui a été lancée et les avertit de l'approche rapide du Léviathan blanc vers l'Institut. Elle explique que ce dragon avait été responsable du naufrage de navires il y a des années. En entendant cela, Yu ne peut s'empêcher de se demander si c'était le même dragon qui avait tué les parents d'Iris. Pendant qu'il est occupé à théoriser, elle continue d'expliquer que le dragon atteindrait l'académie dans environ 33 heures et que son comportement indiquait qu'il cherchait sa compagne qui était probablement dans l'Institut. Elle dit alors que tous les étudiants dont les marques de blason changent devraient la consulter immédiatement. Inquiet, Yu cherche Iris pour comprendre ce qui lui arrive et pourquoi elle se comporte étrangement depuis l'alerte. Il demande aux autres filles où elle se trouve, mais aucune d'elles ne sait rien, sauf qu'elle avait l'air malade ce matin-là. Il décide d'aller voir Mitsuki et lui demande de l'aider à le couvrir pendant qu'il continue sa recherche d'Iris. Après des heures de recherche, il finit par la trouver debout au bord du mur de la terrasse, regardant en bas. Il demande ce qu'elle fait ici et lui demande de montrer son blason de dragon. Au début, elle le traite de pervers, mais lui montre quand même la marque. Elle avoue en pleurant que la marque brille de plus en plus et admet qu'elle avait même envisagé de mettre fin à ses jours en sautant, mais qu'elle n'a pas pu le faire. Il lui dit de ne pas avoir peur et promet que les filles ne l'abandonneraient pas, mais qu'elles se battraient pour la protéger. Iris exprime sa peur de se transformer en dragon et de commencer à blesser les gens qu'elle aime. Il la rassure qu'elle ne se transformerait pas, mais même si elle le faisait, il mettrait fin à sa vie pour la protéger, elle et tout le monde. Cela la réconforte, et voyant cela, il commence à se vanter de ses compétences comme s'il était le plus grand assassin du monde. Et cela la fait finalement rire. Voyant qu'elle allait mieux, il lui demande de signaler son état aux autorités et elle part pour le faire. Plus tard dans la journée, une autre alerte retentit, mais cette fois, c'est l'annonce du changement de blason d'Iris. En entendant cela, il décide de rencontrer Mitsuki et lui demande l'état d'Iris. Elle lui dit qu'elle passe des évaluations et des examens en ce moment et qu'elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Il reste silencieux un instant, puis demande ce qui va se passer, mais elle lui dit qu'il ne fera pas partie de la prochaine bataille, donc il n'a pas à s'inquiéter de ça. Alors, il lui parle des ordres de Loki, et bien qu'elle ait été momentanément émotive, elle se ressaisit rapidement et déclare fermement que si Iris est transformée, elle prendra la responsabilité de l'éliminer. Après lui avoir parlé, il rapporte les événements à Loki et accepte à contre-cœur de suivre ses ordres à une condition, qu'il n'interfère pas avec son plan, ce à quoi Loki consent. Il décide ensuite de vérifier Iris, mais en chemin, il tombe sur Lisa qui lui demande s'il va surveiller Iris. Il hésite, mais la corrige en disant qu'il la garderait, pas surveillée, et questionne son motif de venir ici. Elle prétend qu'elle n'a pas de raison, mais il voit clair dans son jeu. Avant de partir, il lui demande la bataille contre le Kraken qui a eu lieu il y a 2 ans. Elle lui dit qu'elle s'était battue en première ligne lors de cette bataille et que le dragon Haruka mentionné a été tué par nul autre que Mitsuki. Il était trop choqué pour répondre et a finalement compris pourquoi Mitsuki se comportait étrangement lorsqu'il lui a parlé des ordres de Loki. Après avoir parlé avec Lisa, il se rend dans la chambre d'Iris où elle l'accueille avec enthousiasme et lui montre les écrans affichant les détails de la bataille à venir. Cependant, il ne faisait pas attention à ce qu'elle disait et était distrait par sa tenue. Finalement, il se reprend et lui demande de se changer, mais elle l'ignore et lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Quand il le fait, elle s'accroche à lui comme une sangsue et exprime ses craintes à propos de sa prochaine évaluation. Alors, il la réconforte et elle décide de le remercier en soulevant sa robe. Il n'était clairement pas intéressé par elle et l'empêche de faire quoi que ce soit d'inapproprié avant qu'elle ne puisse s'embarrasser davantage. Plus tard dans la nuit, elle le supplie de la garder pendant son sommeil, affirmant que cela pourrait être sa dernière nuit. Il était réticent au début, mais finit par succomber à son chantage émotionnel et s'assoit au bord du lit pour discuter avec elle. Après des heures à dire n'importe quoi, elle le remercie pour son aide et finit par s'endormir. Alors qu'il est assis là, il pense au temps où Mitsuki était jeune et innocente, tout comme elle. Cependant, ses pensées ont soudainement été interrompues lorsque Iris l'a réveillé, annonçant que le dragon était enfin arrivé. Le Léviathan blanc était massif et féroce. Haruka et les autres attendaient avec anticipation alors qu'ils franchissaient la première ligne de défense et se dirigeaient vers l'Institut. Les filles ont préparé leurs armes et se sont préparées à l'affronter de front. Elle ordonne aux filles de ne pas commencer les attaques et d'attendre que le dragon s'approche encore plus. Elles se mettent en position et dès que Haruka donne le commandement, elles commencent à tirer. Elle les avertit que le dragon possède le pouvoir de répulsion et qu'il peut pratiquement tout dévier.
Lisa propose une stratégie et dit aux filles de se préparer et de s'assurer qu'elles ne donnent pas aux dragons la chance de détourner leurs attaques. Les filles entourent le dragon et commencent à attaquer en même temps, créant une énorme explosion. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'académie, Iris ressent les émotions du dragon et crie fort pour que tout le monde s'éloigne du dragon car il est furieux. Les filles ne pouvaient évidemment pas l'entendre et ont continué leurs attaques. À leur surprise, lorsque la fumée se dissipe, elles voient que le dragon reste indemne. Il s'élève de la mer et les attaque avec une telle force que les filles sont projetées au loin. Cet impact cause la rupture des moniteurs et Haruka organise une réunion d'urgence avec Yu et Iris pour discuter de la situation. Il dit à Iris de se boucher les oreilles pendant qu'il parle parce qu'il ne voulait pas être blessé car elle pourrait se transformer en dragon dans le pire des cas. Haruka explique que ce n'est qu'une question de temps avant que le dragon ne perce leur dernière ligne de défense et n'entre dans l'institut. Il lui demande si elle va laisser Iris mourir comme ce qui s'est passé il y a 2 ans avec sa sœur, Miyako. Elle répond tristement que c'est mieux que de laisser les filles porter tout le poids seules, et donc, dans le pire des cas, il vaut mieux qu'elles suivent le plan de la NFL. Il acquiesce et lui demande où se trouve la route d'infiltration, assurant qu'il protégera Iris comme promis. Après qu'ils aient fini de parler, il tapote doucement la tête d'Iris, indiquant qu'ils peuvent partir. Alors qu'ils s'en vont, il a soudain des flashbacks de 3 ans auparavant, mais les ignore et continue de marcher. Iris demande tristement à lui si la Ligue nationale de football va venir la tuer, ce à quoi il répond qu'ils sont probablement en route mais qu'il ne les laissera pas l'atteindre. Cela la réconforte et elle lui prend la main en demandant si elle peut rester avec lui et il accepte. Une fois qu'ils atteignent l'extérieur de l'académie, il lui demande de rester en place et convoque son arme en utilisant la matière noire. Elle devient sceptique et demande si cela fonctionnera, car ses adversaires porteront de véritables armes à feu. Soudain, des coups de feu éclatent, et il saute pour se cacher derrière les arbres, en se préparant à riposter, tandis qu'Iris reste cachée comme il l'a demandé. Lorsqu'il en finit avec les hommes, elle court vers lui, inquiète après avoir entendu tous les coups de feu, et lui demande s'il va bien. Il lui donne un coup sur la tête comme un chiot et lui assure qu'il va bien. Elle rayonne de bonheur, mais voit soudain un type se lever et sur le point de les attaquer. Elle saute rapidement entre eux et utilise ses pouvoirs profonds pour le neutraliser. Après cela, elle s'excuse rapidement d'avoir utilisé ses pouvoirs, expliquant qu'elle ne pouvait pas le voir blessé et a agi par impulsion. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour le moment et qu'il devrait partir de là rapidement. Il l'emmène ensuite au bord de la falaise, disant que si le dragon perce la dernière ligne de défense, ils l'attaqueront d'ici. Alors qu'ils élaborent leur stratégie, Mitsuki apparaît soudainement devant eux et leur dit que c'est inutile car l'ennemi approche maintenant de la 3e ligne de défense et exige qu'ils lui remettent Iris. Il refuse, disant qu'il ne peut pas la laisser tuer Iris et qu'il comprend la douleur qu'elle a endurée il y a 2 ans quand elle a dû tuer un camarade de classe qui s'était transformé en dragon. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser faire ça non plus, et insiste sur le fait que puisque ses mains sont déjà entachées, il vaut mieux qu'elle prenne en charge cette tâche. Les deux se disputent sur qui mettra fin à Iris, tandis que la pauvre fille bête reste là, plantée. Quand les disputes ne semblent pas prendre fin, ils décident de se battre malgré les protestations d'Iris. Au milieu du sérieux, il fait soudain remarquer que les sous-vêtements de Mitsuki sont visibles, la prenant par surprise. Ensuite, il lui donne un coup sur la tête, se déclarant vainqueur et lui rappelant le jeu auquel ils jouaient quand ils étaient enfants. Il lui dit que se disputer est inutile et qu'ils devraient se concentrer sur donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à la fin. Ensuite, il rencontre les filles et Lisa les gronde pour avoir amené Iris là-bas. Il leur dit que la meilleure façon de vaincre le dragon est de le faire combattre par elle. Elle doute de la façon dont cela peut être réalisé, car peu importe ce qu'elle matérialise avec ses pouvoirs D, cela explose simplement. Il explique que c'est exactement ce dont ils ont besoin et qu'elle devrait être capable de causer des dégâts en matérialisant du matériel explosif près du corps du dragon. Elle avoue qu'elle n'est pas très confiante, mais il lui rappelle le moment où elle l'a sauvée et la rassure qu'elle peut le faire. Alors qu'il parle, le dragon s'approche et la marque d'Iris commence à briller. Elle dit à tout le monde que le dragon pleure et la veut. Lisa la pousse à aller sous terre, mais elle refuse et invoque son pouvoir D en disant qu'elle va faire ce que Yu a dit. Alors qu'elle matérialise son bâton, Yu demande si elle peut viser depuis là et elle lui dit qu'elle fera de son mieux et se met en position. Alors que le dragon s'approche, elle envoie une explosion et les filles sautent dans les airs pour reprendre leur attaque, se concentrant sur le perçage de la coquille du dragon, tandis qu'Iris continue de le frapper avec des explosifs. Cependant, leurs efforts sont vains, car le dragon franchit la 3e ligne de défense et avance. Iris n'abandonne pas et continue d'attaquer, jurant de ne pas le laisser l'emporter comme il l'a fait avec ses parents. Yu se souvient de sa ressemblance avec Mitsuki, qui avait aussi refusé d'abandonner 3 ans auparavant. Et à ce moment-là, il se souvient avoir entendu une voix étrange se présentant comme le plus ancien dragon. Celui-ci lui offrit des pouvoirs en échange de ses souvenirs et de l'anéantissement total des autres dragons. À présent, il intervient pour protéger Iris alors que Mitsuki se prépare à la tuer. Il demande à Iris de lui prêter ses pouvoirs et fait appel au pouvoir de dragon qu'il a acquis il y a 3 ans. La voix lui rappelle le prix, ses souvenirs, mais il accepte le contrat et emprunte le pouvoir. Il l'utilise pour matérialiser un gigantesque pistolet monstrueux et attaque le dragon avec. Voyant cela, Mitsuki se concentre également sur l'attaque du dragon et ensemble, ils parviennent finalement à vaincre le dragon et la marque d'Iris revient à la normale. Elle le remercie de l'avoir protégé.
et il sourit maladroitement avant de s'effondrer au sol. Plus tard, dans sa chambre, il a un appel Zoom avec le Major Loki qui le félicite et lui demande de continuer à coopérer. Après cela, il va rencontrer Iris seule à la plage pour discuter. Elle lui demande s'il va bien maintenant et il la rassure que oui. Le lendemain, Yu se réveille en sursaut au son d'un cri et sortant de sa chambre comme un coq dérangé, il vérifie Mitsuki qui le rassure que tout va bien. Ils vont se promener où elle l'accuse nonchalamment de se comporter bizarrement ces derniers temps. Il jette un coup d'œil à sa crête de dragon, se demandant si elle a découvert quelque chose ou si c'est juste un drame entre frères et sœurs. Juste au moment où il allait enfin se détendre, Lisa apparaît de nulle part et le salue, ce qui est choquant en soi parce que c'est gentil, quelque chose pour lequel elle n'est pas connue. Naturellement, il le lui fait remarquer, ce qui la fait rougir immédiatement, et elle essaie de le cacher en prétendant qu'elle passait juste par là. Son ami serviable, cependant, la démasque joyeusement en mentionnant que Lisa était activement à sa recherche. Elle ignore le commentaire et lui dit qu'elle est prête à reconnaître son existence dans cette académie en tant qu'apprentie humble, puis elle part. Il n'est pas dérangé par le départ de la garce et vérifie le siège à côté de lui, se demandant où est Iris. Il part à sa recherche et la trouve sur les marches, se couvrant maladroitement. Il lui demande quel est le problème et elle répond timidement qu'elle a oublié de mettre sa culotte. Qui oublie même ça? Elle voulait probablement juste toute l'attention. Il lui demande d'aller à son dortoir et de s'habiller correctement, mais la cloche sonne et Iris commence sa marche de la honte. En classe, Haruka annonce un examen médical obligatoire pour tout le monde. Et Iris, bien sûr, était ravie de sa situation actuelle sans sous-vêtements. Yu lève la main pour demander maladroitement ce que cela signifie pour lui, le seul garçon de la classe. Haruka l'informe avec un sourire qu'il obtient le traitement spécial d'être examiné par la grande directrice elle-même et il se demande ce qu'il a fait pour mériter cet honneur douteux. Lorsqu'il entre pour rencontrer le directeur, il est choqué de constater qu'elle semble être juste une petite fille, Charlotte. Elle se présente elle-même et son assistante Mika qui semble porter un costume de domestique pour une raison quelconque. Elle saute alors de son siège comme une acrobate folle et atterrit devant lui en disant qu'elle ne le laissera pas montrer son corps à ces jeunes filles innocentes et risquer de les exciter. Elle le prévient alors de ne pas s'en prendre à l'une des filles, y compris le personnel, car elles font toute partie de son harem, et il se demande ce qui ne va pas chez elle mais l'écoute quand même. Quand il ne répond pas, elle lui dit qu'elle n'a aucun intérêt pour les hommes et lui attrape le bras pour commencer l'examen, qui vire rapidement au chaos lorsqu'elle se concentre sur son blason de dragon et le lèche comme une salamandre assoiffée trouvant une oasis. Quand elle a terminé, elle révèle que l'examen physique entier était un prétexte pour surveiller les blasons de dragon des étudiants, car le dragon basilic rouge a quitté son antre du désert du Sahara et elle devait s'assurer qu'aucun blason d'étudiant n'avait changé. Elle lui demande alors de s'approcher et suggère qu'ils aillent voir les filles maintenant, car elle ne porterait presque rien. Il la regarde avec incrédulité, se demandant quel genre de pervers elle est, mais heureusement son assistante Mika la soulève et l'empêche de faire de telles bêtises. Plus tard, dans les salles de réunion, Mitsuki annonce les résultats de l'examen en disant que les marques de crête de tous les élèves sont normales, puis révèle que la NFL a fouillé les villes qui se trouvent sur le chemin du basilic et a trouvé 2 dés. Elle les présente à tout le monde et leur dit qu'elles sont maintenant sous leur protection. L'une des filles aux cheveux roses, appelée Tyr, est celle que le basilic poursuit. Tout le monde remarque les petites cornes sur son front et se demande comment elle a obtenu des pouvoirs D à un si jeune âge. Mitsuki assure tout le monde que ce sont juste des caractéristiques supplémentaires créées par la matière noire et qu'elle est humaine comme les autres. Tyr l'interrompt et dit qu'elle n'est pas humaine mais un dragon, et quand Mitsuki essaie de la rassurer qu'elle ne l'est pas, elle commence à crier à tue-tête en disant qu'elle est un dragon. Elle matérialise ensuite sa matière noire et envoie des attaques de foudre autour de tout le monde et tout le stade devient chaotique avec tout le monde qui court dans la panique. Yu se lève de son siège et va réconforter Tyr. Dès qu'elle le voit, elle se précipite pour lui faire un câlin comme s'ils se connaissaient depuis longtemps et lui dit qu'elle va devenir une épouse dragon et l'épouser. Il se demande dans quoi il s'est embarqué et l'emmène à l'examen pour la faire examiner. Il l'a connue brièvement lors d'une de ses missions de la Fédération nationale d'intervention linguistique et il dit au personnel que la famille de Tyr a été prise en otage par la mafia il y a quelques années et qu'elle a été forcée de fabriquer des pierres précieuses pour eux. Mitsuki demande pourquoi il ne l'a pas mise sous. Haruka lui dit que tout va bien et que Tyr sera admise dans la même classe qu'eux. C'est son devoir de lui enseigner les leçons de base et les règles de l'institut. Elle leur dit alors que c'est leur devoir de l'empêcher de causer des dégâts, sinon la Ligue nationale de football ne restera pas inactive. Une fois la réunion terminée, Tyr se lève et va le serrer dans ses bras une fois de plus. Mitsuki lui dit de baisser la voix et de ne pas créer de problème. Elle accepte en disant qu'elle devrait s'entendre avec sa belle-sœur et blabla. Alors qu'il se dirige vers la classe, Iris est prête à accueillir chaleureusement Tyr, mais Tyr l'ignore simplement et demande où est la place de Yu. Ensuite, elle va s'asseoir sur ses genoux et lorsque Lisa essaie de l'inciter à prendre son propre siège, elle refuse en disant qu'elle ne veut pas se mêler aux autres. Après le cours, Tyr va main dans la main avec Yu, ce qui suscite la jalousie d'Iris. Il lui dit de ne pas être trop affectueuse car ils ne sont pas encore mariés et l'emmène à la plage. Elle lui demande si elle est mignonne, puis va le serrer dans ses bras.
Iris, qui les avait suivis discrètement jusqu'ici, se fâche que Yu soit toujours occupée avec Tear et ne passe pas de temps avec elle. Plus tard, à l'intérieur de l'académie, elle propose d'aider pour la leçon de tir, afin de passer du temps avec Yu, et Mitsuki accepte aussi à contre-cœur en disant que c'est seulement pour aujourd'hui. Yu lui demande si c'est une bonne idée, et elle lui répond qu'il vaut mieux que Tear s'habitue à l'idée d'avoir des camarades de classe. Quand ils vont dans sa chambre, Tear immédiatement demande à Iris de sortir et de ne pas les déranger, disant des bêtises qu'ils sont des jeunes mariés et que c'est leur première nuit. Ils restent là, trop stupéfaits pour comprendre l'absurdité, tandis qu'Iris commence à crier et Mitsuki menace de tuer tout le monde s'ils ne se taisent pas. Après un certain temps, Iris va voir Tear et lui propose de l'aider avec le devoir, mais elle l'a déjà terminé et le donne à Mitsuki. Elle vérifie le devoir et annonce que Tear a tout réussi, ce qui la fait sauter de joie et dire à Yu qu'en guise de récompense, elle veut qu'ils prennent un bain ensemble. Cette simple pensée le dégoûte tellement qu'il se demande s'il devrait se cacher dans la grotte la plus proche pour se débarrasser de cette peste nommée Tear. Ce soir-là, il demande à Mitsuki pourquoi Tear insiste tellement pour être un dragon et elle explique que Tear a grandi en étant vénérée par un culte obsédé par les dragons, ce qui lui a fait croire qu'elle était elle-même un dragon. Yu, encore hanté par des missions passées impliquant ce culte, prend mentalement note de marcher prudemment autour des précieuses illusions de Tear. Le lendemain matin, Yu demande à Tear de se mêler à tout le monde et pas seulement à eux. Elle lui dit qu'elle ne veut pas, car il pourrait y avoir de mauvaises personnes parmi eux. Yu lui dit qu'elle peut faire confiance à ses camarades de classe et qu'ils sont tous comme une grande famille. Timidement, elle va ensuite saluer la classe et tout le monde la regarde avec surprise. Mais bientôt, tous viennent la saluer et même lui offrir des cadeaux. Comme ça, elle commence à s'entendre avec tout le monde. Le lendemain en cours, Tear apprend comment tous les 10 façonnent leur matière noire pour former des armes uniques. Et elle annonce avec enthousiasme son intention d'essayer elle-même. Elle commence alors à rassembler de la matière noire avec beaucoup d'enthousiasme, mais en faisant cela, elle commence à entendre des voix étranges et inquiétantes dans sa tête, qui l'appellent à plusieurs reprises un dragon. Tear, inconsciente de l'énergie qu'elle génère, crée accidentellement. Soudain, des flashbacks de son enfance commencent à apparaître devant elle, et elle se voit jouer joyeusement avec sa mère. Le souvenir est doux, mais de courte durée, car il se transforme brusquement en une image où elle se tient au milieu d'un feu infernal. Elle regarde impuissante les flammes engloutir tout autour d'elle, y compris sa mère, et l'image de ses parents se brise soudainement comme du verre, la laissant seule et en larmes de désespoir. Au milieu de son angoisse, une silhouette encapuchonnée apparaît en lui, parlant d'un ton froid, et lui dit de ne pas s'affliger, insistant sur le fait que rien de ce dont elle se souvient n'est réel. Manipulant ses émotions fragiles, la silhouette convainc Tear d'oublier son passé et d'accepter qu'elle est en fait un dragon. De retour au présent, Tear flotte dans une sphère de sa propre matière noire, entourée de son énergie sinistre. Elle déclare qu'elle est un dragon et se transforme soudainement en nain en utilisant sa matière noire. Son corps dégage une énergie puissante et des éclairs aléatoires jaillissent de sa forme, manquant de peu Lisa. Heureusement, Yu saute à la dernière seconde et l'emmène en sécurité. Alors qu'ils reprennent leur souffle, elle lui demande si le dragon qu'ils voient devant eux est vraiment Tear. Yu le confirme en expliquant que Tear a utilisé sa matière noire, non pas pour créer une arme comme les autres, mais pour matérialiser un dragon, embrassant pleinement son illusion. Tear semble vraiment croire qu'elle est un dragon, ce qui la rend incroyablement dangereuse dans son état actuel. Inconsciente de leur conversation, elle commence à lancer une autre rafale d'éclairs sur eux. Lisa, déterminée à aider Tear, matérialise son arme, une puissante lance, et bondit dans les airs pour l'affronter. Elle tire un rayon d'énergie concentré sur les ailes du dragon, et bien que l'attaque atteigne sa cible, elle affecte à peine Tear. Refusant d'abandonner, elle continue en lançant une série de frappes, tout en suppliant Tear de revenir à la raison. Avec une dernière attaque puissante, ses efforts percent la forme de dragon de Tear, la faisant disparaître. Elle tombe du ciel inconsciente et Yu l'attrape juste à temps pour l'emmener à l'infirmerie, s'assurant qu'elle reçoive les soins appropriés. Après s'être assuré que Tear se repose à l'infirmerie, il se prépare à partir mais entre accidentellement dans une autre pièce où il rencontre l'autre nouvelle fille, Tachi. Elle semble timide et admet qu'elle a provoqué une petite explosion plus tôt, se blessant légèrement dans le processus. Lorsqu'il lui demande si elle a besoin d'aide, elle lui demande hésitamment de réparer la sangle de sa tenue, et ce faisant, il remarque une ecchymose sur son bras. Il applique un médicament sur cette zone pendant qu'ils discutent, et elle s'ouvre sur son passé en expliquant que l'amour de sa mère pour les voyages les a menés à Basilisk Town. Sans père ni autre proche, elle a toujours accompagné sa mère partout où elle va. En entendant cela, il lui propose de l'aider à s'adapter à l'école et lui assure qu'elle peut compter sur lui si elle a besoin de quoi que ce soit. Alors qu'il retourne en classe, il reçoit un appel du Major Loki qui l'informe de développements inquiétants. Un culte adorant les dragons a commencé à agir avec l'intention d'enlever Tear de l'académie. Il avertit Yu que bien que les défenses de Migur soient solides, les tentatives d'infiltration de la secte sont probablement incessantes, et le chef de la secte est un dangereux dit qui s'oppose à NIFL et révèle son identité comme Kili, la silhouette à capuche noire que Tear avait décrite. Dès que l'appel se termine, il est immédiatement approché par Tear qui court vers lui comme un enfant et lui demande anxieusement pourquoi elle s'est réveillée seule.
Hyuga la calme et l'emmène à la plage pour avoir une conversation sérieuse. Il lui demande doucement si elle a commencé à apprécier tout le monde à l'école plus qu'avant, ce à quoi elle admet hésitante que oui. Il raconte alors l'incident où elle a failli faire du mal à Lisa en se croyant un dragon et elle écoute silencieusement, remplie de honte. Il lui conseille de s'excuser auprès de tout le monde et lui rappelle qu'elle n'est pas un dragon, mais une fille humaine gentille et aimable. Tyr a cependant du mal à croire ces mots, et la matière sombre tourbillonne à nouveau autour d'elle, mais cette fois, Yu lui dit fermement que si elle choisit de vivre comme un dragon, alors il ne peut pas rester à ses côtés. Ces mots font que Tyr s'arrête, et après un moment d'hésitation, elle hoche la tête et laisse tomber sa croyance. Elle se confie alors sur son passé tragique, révélant que ses parents étaient des gens gentils, qui ont été brûlés vifs de manière tragique, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Kili. Alors qu'elle raconte, les souvenirs douloureux refont surface et elles fond en larmes. Il la remercie de lui faire confiance avec son histoire et la serre fort dans ses bras. Plus tard dans la soirée, Tyr rejoint les autres filles qui la reçoivent chaleureusement et elle s'excuse auprès d'elle pour les ennuis qu'elle a causés plus tôt, mais les autres la rassurent que tout cela appartient au passé. Lisa la serre fort dans ses bras et la gronde affectueusement en lui rappelant de ne pas laisser cela se reproduire. Cette nuit-là, il retourne dans sa chambre et commence à examiner les données sur Kili. Il apprend qu'il y a 3 ans, elle est devenue la chef de la secte vénérant les dragons et a depuis été impliquée dans plus de 300 attaques terroristes. Connue pour sa capacité à matérialiser le feu, elle a choisi de vivre comme un dragon elle-même. Soudain, une alerte d'urgence retentit à travers l'académie, annonçant la présence d'un dragon bleu de type A qui a infiltré l'académie. L'annonce répand la peur et la confusion, mais Yue ne perd pas de temps et rejoint Mitsuki pour évaluer la situation. Ensemble, ils se précipitent vers le pont d'observation où ils sont confrontés à la vue d'un dragon énorme planant de manière menaçante au-dessus de l'académie. Sa taille immense et sa présence menaçante font frissonner tout le monde. Haruka travaille rapidement, vérifiant les systèmes de défense pour toute anomalie, et à sa grande surprise, elle ne trouve aucun signe de violation, laissant le groupe perplexe quant à la façon dont le dragon a pu contourner les défenses soi-disant impénétrables de Midgar. Il réalise que ce n'était pas une intrusion ordinaire, et que le dragon a dû être invoqué ou guidé par une force extérieure. Charlotte avance et commence immédiatement à donner des ordres, demandant à tous les non-combattants de rester calmes et d'évacuer vers les zones de sécurité désignées loin de l'académie. Pendant ce temps, Haruka suppose que l'apparition soudaine du dragon pourrait être liée à Tyr, dont la couleur de la crête avait récemment changé, et qu'elle pourrait devenir une cible. Lisa rejoint le groupe et se demande à haute voix comment une créature si énorme est entrée sans être remarquée. Cela ne fait qu'effrayer davantage Tyr, et elle commence à trembler visiblement et à s'accrocher fermement à Yue. Lisa s'agenouille à côté d'elle, offrant des mots de réconfort et de réassurance. Elle caresse doucement ses cheveux, promettant que tout le monde est là pour la protéger, peu importe le coût. Mitsuki, évaluant la situation, assigne Lisa pour protéger Tyr, mais la pauvre fille s'accroche à Yue comme si sa vie en dépendait et refuse de le laisser partir. Il faut toute la détermination de Yue pour se détacher doucement d'elle et lui demander de faire confiance à Lisa. Le cœur lourd, il promet à Tyr qu'il reviendra bientôt et lui demande d'être forte. Alors que Mitsuki organise les membres restants de leur groupe, y compris Iris, elle leur ordonne de se positionner stratégiquement sur le toit pour affronter le dragon de front. Les groupes se préparent pour ce qui est certain d'être une bataille féroce. Et alors qu'ils se préparent, ils remarquent quelque chose d'inhabituel. Le dragon n'avance pas, mais reste plutôt en place. Le groupe discute de ce qu'il faut faire ensuite, et Haruka leur dit qu'ils doivent être prudents, en expliquant que ce dragon particulier est unique car il est immortel grâce à sa capacité à se régénérer de n'importe quel dommage. Elle raconte l'histoire terrifiante de la façon dont, dans le passé, même les armes les plus puissantes, y compris les bombes explosives, n'ont pas réussi à le détruire définitivement. Elle conseille au groupe de se concentrer sur la réduction des pertes et le renforcement de leur défense, plutôt que d'essayer de vaincre le dragon directement, car cela pourrait être impossible. Yu, se tenant à l'écart du groupe, réfléchit au pouvoir qui réside en lui et se souvient du contrat dévastateur qu'il a conclu il y a des années, un pacte qui lui a accordé une force immense, mais à un grand coût. Se tournant vers Mitsuki, il lui demande si elle l'a amené ici pour utiliser à nouveau ce pouvoir comme il l'a fait il y a 3 ans. Elle hésite, mais admet que c'est vrai, disant que son pouvoir pourrait être son seul espoir. Cependant, elle lui dit que c'est en dernier recours car son utilisation incontrôlée a déjà causé des destructions massives. Résolu à protéger Tyr et l'académie à tout prix, il resserre sa prise sur son arme et se prépare pour le combat à venir. Pendant ce temps, Tyr s'accroche désespérément à Lisa, tremblant comme un petit animal effrayé. Lisa reste calme et lui assure que Yue et les autres s'occuperont du dragon. Tyr lève les yeux vers elle avec des yeux larmoyants et demande nerveusement s'ils vont gagner, et Lisa, souriant doucement, place une main réconfortante sur son épaule et l'encourage à avoir foi en la force de Yue. Elle l'appelle en plaisantant l'ange gardien de Tyr, et elle sourit tristement. Le calme fragile est brisé lorsque la porte de la pièce éclate en flammes et qu'une silhouette sombre traverse le chaos. Kili, la forme vêtue de noir, enlève sa robe et fixe son regard froid sur Tyr. Elle exige que Lisa lui remette la fille immédiatement, mais elle refuse, se plaçant protectrice devant Tyr, sa lance se matérialisant dans sa main. Les lèvres de Kili se courbent en un sourire sinistre,
alors qu'elle claque des doigts, déclenchant une puissante explosion qui disperse les filles à travers la pièce. Lisa lutte pour se relever, sa détermination demeurant inébranlable malgré ses blessures. Se positionnant à nouveau entre Killy et Tia, elle lance un faisceau d'énergie de sa lance visant directement Killy. À son horreur, l'attaque n'a aucun effet et Killy riposte, la projetant sans effort à travers la pièce avec une vague de feu. Alors qu'elle avance de manière menaçante, avec une boule de feu crépitant au bout des doigts, Lisa lutte pour se relever une fois de plus, et malgré ses blessures, elle attrape la main de Tier et tente de la conduire en lieu sûr. Elle se réfugie dans une pièce voisine, où Tier soigne frénétiquement les blessures de Lisa, ses mains tremblant alors qu'elle applique des pansements de fortune. Leur moment de repos se termine bientôt, alors que la poursuite incessante de Killy la fait de nouveau entrer en trombe par la porte. Elle exige encore une fois Tier, sa voix mélange de venin et de triomphe, impatient. Lisa, bien que presque incapable de se lever, rassemble ses dernières forces pour attaquer à nouveau, mais Killy la domine facilement en la soulevant par les cheveux et en la jetant de côté comme une poupée de chiffon. Des larmes coulent sur le visage de Tier alors qu'elle se précipite vers Lisa, mais Killy la tire en arrière. Lisa, même avec la vue qui se brouille, refuse d'abandonner et se prépare à attaquer à nouveau, mais Killy la frappe avec une autre vague d'énergie flamboyante. Et cette fois, Lisa ne se relève pas du tout. Yu, entendant le tumulte, s'y précipite et se souvient soudainement de l'avertissement du Major Loki concernant le plan du culte du dragon pour récupérer Tier, et il réalise l'ampleur du piège dans lequel ils sont tombés. Confrontant Kill, il exige qu'elle libère Tier, mais elle se moque de lui pour être le seul homme. Énervé, il tire avec son arme, mais Killy la fait fondre d'un simple geste, le laissant momentanément stupéfait. Elle se tourne ensuite vers Tier et le menace s'il ne se conforme pas, et utilise son pouvoir pour engloutir Yue dans les flammes. Tier regarde avec horreur et des souvenirs de la perte de ses parents dans un incendie similaire refont surface. Submergée, elle supplie Killy d'arrêter et accepte de devenir une épouse dragon pour sauver Yue. Kai la supplie de ne pas céder aux mensonges de Killy, lui rappelant l'amour et le soutien qu'elle a trouvé avec lui et les autres. Tier se souvient de ses moments les plus heureux à Midgard, des sourires de ses amis et du soutien indéfectible de Yue. Avec une force renouvelée, elle déclare qu'elle est humaine et refuse de partir avec Killy. Killy, furieux de son défi, lance une attaque enflammée, mais Yue, utilisant sa magie, intercepte l'attaque et repousse Killy. Elle reconnaît immédiatement son pouvoir comme similaire à celui du Léviathan blanc et avertit qu'il y aura des conséquences pour sa défiance. Le sol tremble soudainement, signalant le mouvement du dragon, et Killy révèle qu'elle retenait le dragon en respect pour le bien de Théar, mais maintenant elle a l'intention de déchaîner toute sa fureur sur l'académie en punition de leur défiance. Yue lui crie dessus, lui demandant quel genre de créature elle est, et avec un calme inquiétant, elle répond qu'elle est un dragon. Ces mots flottent dans l'air comme une ombre portant un poids étrange, et avec un sourire froid, elle lui dit adieu. En un instant, elle disparaît dans un éclair éclatant et l'ombre du dragon reste suspendue au-dessus de l'académie. Mitsuki essaie désespérément de contacter le directeur, mais le réseau est capricieux, ce qui la fait paniquer davantage. Les filles se regroupent, discutant de leur prochaine action, et elles s'inquiètent en remarquant que Lisa, Yue et Tia sont introuvables. Pendant ce temps, Yue, portant Tia sur son dos, traverse le campus de l'académie en évitant les débris et le chaos. Son souffle est court et saccadé lorsqu'il parvient finalement à contacter Mitsuki pour demander des instructions. Après une pause tendue, elle lui demande de prêter son équipement anti-dragon et l'informe de leur plan pour chasser le dragon de l'académie. Une des filles, sceptique quant à leur chance, exprime des doutes sur l'efficacité de la stratégie, notant que ni la chaleur ni les lasers n'ont réussi à causer des dommages durables au dragon jusqu'à présent. Mitsuki a soudainement une nouvelle idée et propose de générer une immense rafale de vent, quelque chose pour pousser le dragon vers l'eau, et une fois qu'il est submergé, il pourrait lancer une série d'attaques à grande échelle. Après un moment de réflexion, les filles se mettent d'accord, se préparant pour le défi à venir. Yue regarde en arrière tandis que Tia promet de les rejoindre après s'être assurée de sa sécurité, mais Tia descend de son dos de manière inattendue et déclare qu'il n'est plus en train de fuir. Iris, alarmée par sa déclaration soudaine, la met en garde contre cette action, soulignant le danger et la possibilité que le dragon la vise spécifiquement. Tia secoue la tête fermement et reste sur ses positions. Elle leur dit qu'elle doit aider et ne peut pas continuer à compter sur eux pour la protéger. Yue, bien que fière de son courage, demande calmement ce qui se passerait si elle perdait le contrôle comme auparavant. Tia soutient son regard et le rassure que cela ne se reproduira plus car elle n'est plus un dragon mais un humain et elle se battra comme telle. Sa voix est empreinte de finalité et il peut voir la détermination dans ses yeux. Alors que le dragon continue de s'approcher, le groupe se met en position et les filles préparent leurs armes, lançant un barrage d'attaque visant l'abdomen de la créature. Leur assaut réussit à ralentir sa progression, mais le dragon riposte avec des coups féroces, ses mouvements massifs provoquant des ondes de choc à travers le sol, secouant la terre même sous leurs pieds. Yue et Tia évitent de justesse d'être écrasés grâce aux efforts combinés des filles qui déséquilibrent momentanément la créature. Recouvrant avec une vitesse effrayante, le dragon se jette vers Tia, ses mâchoires massives claquant dangereusement près, et les filles ajustent rapidement leur formation déterminée à la protéger à tout prix. Tia, canalisant son pouvoir intérieur profond, manifeste une paire d'ailes éthérées, leurs bords lumineux scintillant dans la lumière tamisée. Avec un saut gracieux,
elle s'élève dans les airs en voyant des arcs d'éclairs s'abattre sur le dragon, l'énergie électrique traversant l'air. La créature se tortille sous l'assaut momentanément étourdie, mais Yue l'avertit que leur objectif n'est pas de la neutraliser, mais de la repousser vers la mer. Alors que la bataille fait rage, il réfléchit à sa rencontre précédente avec le même dragon il y a 3 ans et au souvenir du contrat qu'il a passé. En invoquant sa capacité d'antigravité, il vise et tire une balle surchargée sur le dragon, créant un champ de répulsion puissant qui envoie la bête en l'air. Il interpelle Tia et dit qu'il a besoin de sa force pour qu'ils puissent en finir ensemble une bonne fois pour toutes. Elle hésite un instant, mais acquiesce ensuite, sa résolution ferme alors qu'elle prend sa main et une vague d'énergie les enveloppe. Il utilise la force pulsante qui semble le projeter dans les airs et matérialise un énorme canon en utilisant de la matière noire. Alors que les filles lancent leur attaque coordonnée, ils tirent le canon et leur puissance combinée envoie le dragon s'écraser dans l'eau en contrebas. Sans perdre un instant, ils tirent de nouveau, créant une onde de choc massive qui éloigne encore plus le dragon de l'académie. Quand la poussière retombe, un silence inquiétant s'installe, l'après-coup de la lutte flottant dans l'air. Le groupe reste immobile, leur souffle lourd, alors que Mitsuki vérifie le radar. Après ce qui semble une éternité, elle confirme qu'il n'y a aucun signe de régénération et que le dragon est vaincu. Les nouvelles apportent un soulagement et les filles éclatent de joie, célébrant leur victoire durement gagnée. Pendant ce temps, Charlotte se réveille sous un tas de débris, toussant et gémissant en observant les ruines de sa chambre. « Ce satané dragon !» murmure-t-elle entre ses dents, jurant de se venger avec une détermination farouche dans les yeux. Son assistante, Mika, émerge des décombres en essayant de la calmer, mais sa fureur est à peine contenue, tandis que Haruka sort d'un abri souterrain avec les réfugiés. Lentement mais sûrement, la vie à l'académie commence à revenir à la normale, bien que les cicatrices de la bataille restent gravées dans leurs esprits. Le lendemain, Yue et Tia rendent visite à Lisa à l'infirmerie et la voient gravement blessée. Elle est immobile, son corps meurtri mais son esprit reste intact. Tia se précipite à ses côtés, les larmes aux yeux, et remercie Lisa de l'avoir protégée en serrant ses mains comme si elle pouvait s'accrocher à sa force. Lisa esquisse un faible sourire, sa voix est faible mais pleine de chaleur, elle dit qu'elle lui tapoterait la tête si seulement elle pouvait bouger, et rit doucement malgré la douleur. Les deux échangent des mots de gratitude et de réconfort, et deviennent plus proches qu'avant, tandis que Yue s'éclipse discrètement, se sentant de trop. Plus tard, Haruka et Mitsuki s'assoient ensemble en réfléchissant à la bataille, et l'expression de Mitsuki est lourde de pensée alors qu'elle admet à quel point les choses auraient pu être bien pires. Haruka, toujours pragmatique, avertit que le basilic est toujours là, une menace imminente qu'ils ne peuvent pas ignorer. « Nous devons nous préparer », dit-elle fermement, son ton résolu, car ce n'était que le début et ils ne peuvent pas se permettre d'être pris au dépourvu à nouveau. Pendant ce temps, Yue boude avec Iris à cause de la perte de sa chambre et la bille effrontée propose de partager la sienne avec lui à son grand embarras. Tia s'énerve de cette suggestion scandaleuse et propose à Yue qu'il se marie plus tôt pour qu'il puisse rester dans sa chambre. Il proteste, rougissant furieusement, mais elle l'embrasse hardiment sur la joue et déclare leur fiançailles, ce qui fait que tout le monde les regarde, stupéfait. Iris tente de faire de même, mais Tia la bloque rapidement, et heureusement toute cette agitation se termine quand Mitsuki apparaît, assignant à Yue une chambre à côté de la sienne dans la maison d'hôte et lui ordonne de rester silencieux, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Ce soir-là, alors qu'elle travaille sur son ordinateur portable, Yue l'approche, mais elle lève à peine les yeux et se concentre sur la rédaction du rapport de la bataille. De nulle part, elle lui dit avec inquiétude que le dragon est apparu ici quelques instants après avoir disparu de la Sibérie et il imagine qu'il a pu se téléporter là-bas. Elle admet simplement qu'elle ne sait pas et retourne à son travail. Après un moment, elle l'interroge sur l'attaque antigravité qu'il a effectuée pendant la bataille. Il essaie de changer de sujet avant de dire que c'était un coup de chance, mais elle n'est pas convaincue et l'accuse de lui cacher quelque chose. Ses pensées se tournent vers l'intérieur, contemplant la voie en lui et sa demande incessante de destruction en échange de pouvoir et des souvenirs qu'il a sacrifiés pour la manier. Décidant de garder son fardeau pour lui, il change une fois de plus de sujet. La conversation s'oriente vers des sujets triviaux et ils finissent par parler de choses insensées comme comment il l'a embrassée quand elle était jeune. Le lendemain, les choses commencent lentement à revenir à la normale. Lisa, Tia et Yue sont assises ensemble dans le réfectoire pour profiter d'une pause déjeuner bien méritée. Elles discutent en riant et se taquinent sur celle qui consomme le plus de sucre. Lisa, avec un sourire malicieux, souligne que Tia semble avoir un faible insatiable pour les sucreries. Tia, ne reculant jamais devant une dispute, réplique en taquinant Yue pour manger des desserts bien plus souvent qu'elle, et leur discussion animée s'enflamme avec les deux filles, s'accusant mutuellement d'avoir la plus grande passion pour les douceurs. Juste au moment où leur plaisanterie atteint son apogée, Iris entre en souriant et décide de rejoindre la conversation. Sans manquer un battement, elle s'assoit à leur table et met tranquillement un morceau de sucre dans le café de Yue, remarquant qu'il devrait avoir quelque chose de sucré pour garder son énergie pour les activités nocturnes. Il est déjà un peu dépassé par la tension et la regarde maintenant en se demandant à voix haute si tout ce chouchoutage finira par lui donner du diabète. Comme si de rien n'était, Tia l'imite immédiatement et ajoute un autre morceau. Lisa, toujours la voix de la raison, rit doucement et dit aux deux de cesser de s'inquiéter pour lui et de le laisser profiter de son café en paix pour une fois.
Yue, dans un rare moment de sincérité, la remercie de l'avoir défendue et lui dit de manière inattendue qu'elle est vraiment une femme incroyable à tous égards. Les joues de Lisa rougissent légèrement et elle manque de cracher son café de surprise face à son compliment, mais elle se reprend rapidement en murmurant qu'il ne devrait pas lancer de telles remarques si facilement et les autres éclatent de rire. Plus tard dans la journée, pendant le cours, Haruka se tient devant le groupe avec une expression sérieuse et fait une annonce importante à tout le monde. Ils ont reçu des rapports inquiétants de la NIFA, est tombé déclarant que le basilic, un dragon extrêmement dangereux, a quitté son antre dans le désert du Sahara et traverse maintenant l'océan. La nouvelle provoque la panique parmi les étudiants et la pièce se remplit de murmures inquiets. Mais Haruka, imperturbable, leur montre des images satellites de l'océan qui semblent être recouvertes d'une étrange croûte blanche. Elle leur explique que le basilic émet de puissants rayons rouges de ses yeux et que tout ce qu'il cible est instantanément transformé en pierre, cendre ou sel. Les étudiants se taisent, la gravité de la situation se fait sentir alors qu'elle révèle que le basilic se dirige droit vers l'académie, très probablement attiré par Tia. Elle les avertit qu'un simple regard du dragon pourrait entraîner leur fin. Elle continue ensuite en détaillant le plan de l'académie pour affronter la menace de front et explique que les étudiants seront relocalisés sur une île inhabitée à proximité où ils attireront le basilic et détruiront à la fois l'île et le dragon en une frappe décisive. Les étudiants écoutent attentivement et leur détermination est claire malgré le poids de la situation. Ce soir-là, vous et Iris décidez de vous promener ensemble pour vous vider l'esprit de la catastrophe imminente. Il remarque l'expression pensive sur le visage d'Iris et lui demande si tout va bien. Elle sourit chaleureusement et le rassure qu'elle ira bien, mais admet également que la bataille à venir la rend un peu anxieuse. Il la félicite pour sa détermination inébranlable, ce qui la fait sourire encore plus, et elle lui dit qu'elle veut devenir quelqu'un sur qui il peut compter, sa voix pleine de détermination et de sincérité. Il est touché par ces mots et admire en silence sa force intérieure et sa résilience. Le lendemain, les préparatifs pour déménager sur l'île battent leur plein. L'atmosphère est animée et chargée d'un sentiment d'urgence, alors que les étudiants et le personnel se précipitent pour emballer des fournitures et organiser du matériel. Cependant, au milieu de l'agitation, Charlotte, l'excentrique directrice, est visiblement contrariée et se plaint de manière dramatique que ses chers étudiants, en particulier les filles, la laissent derrière. Ces plaintes reçoivent peu d'attention, car tout le monde se concentre sur la tâche à accomplir, sachant qu'ils doivent se préparer pour la mission dangereuse à venir. Pendant le cours, Haruka prend un moment pour revoir la stratégie de la mission et rassure les étudiants que des renforts supplémentaires arriveront pour les aider quand le moment viendra. Elle présente également Taki, une nouvelle recrue qui a obtenu le deuxième meilleur score lors des récentes sélections, et dit à la classe qu'elle sera un élément essentiel de leur équipe. Plus tard, lorsqu'Iris rencontre Taki pour discuter des tactiques, ils forment rapidement un sentiment de camaraderie, acceptant de travailler en étroite collaboration pendant la mission. Pendant ce temps, les autres filles avec Tia décident de faire une courte pause et de passer du temps ensemble et de s'amuser avant que la bataille ne commence, car elles savent que cela pourrait être leur dernière chance de partager un moment paisible ensemble. En marchant dans l'académie, Yu tombe sur deux filles qui semblent travailler sans relâche sur leurs ordinateurs. Leur visage pâle et leurs mouvements lents suggèrent qu'elles ne se sentent pas bien, probablement à cause du stress de la mission à venir. Inquiets, ils s'approchent d'eux, mais ils ignorent ces questions en insistant qu'ils vont parfaitement bien. Ils remarquent qu'un de leurs livres est posé à proximité et le ramassent en plaisantant sur le fait que travailler sur un bateau pourrait aggraver leur mal de mer. Les filles gémissent à l'unisson, mais ces taquineries légères semblent remonter un peu leur morale. Alors que Yu continue son chemin, il surprend une dispute entre Lisa et Mitsuki et s'arrête net, se demandant s'il doit intervenir ou non. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, une fille à proximité l'attire vers le côté et le pousse à rester caché et écouter. Lisa semble furieuse, accusant Mitsuki d'être responsable de la mort d'une fille nommée Miyako qui s'était transformée en dragon il y a des années. Elle ne semble pas nier l'accusation, mais reste calme malgré sa culpabilité et sa tristesse. Lisa, incapable de lui pardonner, s'en va furieuse, la laissant seule dans le couloir. Plus tard dans la nuit, Yu n'arrive pas à se débarrasser du souvenir de la dispute qu'il a entendue et s'assoit dans sa chambre pour rassembler les fragments de ce qu'il a entendu. La révélation que Mitsuki avait été impliqué dans la mort de Miyako pèse lourdement sur son esprit et il se retrouve troublé par le tumulte émotionnel entre les deux femmes. Avant qu'il ne puisse trop y penser, Farrell fait irruption dans sa chambre en exigeant qu'il lui rende son livre. Il le lui rend rapidement et elle en profite pour le taquiner en attrapant sa main et en la plaçant sur son ventre en disant qu'elle est rassasiée et satisfaite. Bouleversé, il retire rapidement sa main et lui dit d'arrêter de le taquiner, mais elle sourit malicieusement et annonce qu'elle pourrait un jour l'utiliser comme inspiration pour un roman torride, ce qui le fait gémir d'exaspération. Une fois que leur plaisanterie s'estompe, il lui demande à propos de la dispute entre Lisa et Mitsuki et exprime sa préoccupation en demandant si elle sait ce qu'il faudrait pour que Lisa pardonne à Mitsuki. Elle admet qu'elle n'a pas de réponse mais est d'accord avec lui sur le fait que les deux doivent se réconcilier pour leur propre bien. Inspiré par leur conversation, il décide de prendre les choses en main et de parler à Mitsuki. Ce soir-là, il rend visite à Mitsuki et lui demande gentiment comment s'est passé son temps à l'académie.
Elle hésite d'abord, mais finit par s'ouvrir lorsque Yu mentionne Miyako. Les larmes aux yeux, elle partage l'histoire de comment Miyako est devenue sa meilleure amie, et comment leur lien autrefois fort a été tragiquement brisé quand Miyako s'est transformée en dragon. Elle raconte le jour fatidique où elle a été forcée de tuer Miyako pour protéger l'académie, une décision qui la hante encore aujourd'hui. Il l'écoute attentivement avec le cœur lourd, et quand elle a fini, il la remercie de lui avoir confié son secret, et l'encourage à demander pardon à Lisa pour avoir mis fin à Miyako. Il souligne qu'elle doit donner à Lisa une chance d'exprimer ce qu'elle ressent vraiment et que le pardon peut ne pas être facile, mais il est nécessaire pour qu'elles guérissent toutes les deux. Le lendemain, Lisa confronte Yu en l'accusant de s'immiscer dans ses affaires personnelles avec Mitsuki. Il se défend calmement en expliquant qu'il a seulement encouragé Mitsuki à réfléchir à ses émotions, et elle souffle de frustration en insistant sur le fait que le pardon est impossible, mais il remarque néanmoins une pointe d'incertitude dans sa voix. Alors qu'elle s'éloigne, elle marmonne qu'elle demandera à Mitsuki de faire l'impossible pour mériter son pardon, ce qui le laisse plein d'espoir. Le jour suivant, alors qu'il se rapproche de l'île, les étudiants commentent la fumée qui s'en élève de façon inquiétante. C'est une île volcanique et la fumée qui s'en dégage semble être beaucoup plus haute et dense que d'habitude. Tia tient nerveusement la main de Yu, incapable de cacher sa peur, et les filles commencent finalement à réaliser la gravité de la situation. Elles ne sont plus seulement en mission simple, elles s'apprêtent à affronter le basilic rouge le plus mortel, une créature différente de tout ce qu'elles ont rencontré auparavant. Lorsqu'elles arrivent finalement sur l'île, Haruka, elle se tient devant l'équipe et leur dit de ne pas avoir peur, en les rassurant qu'ils sont encore assez éloignés de l'emplacement actuel du basilic. Elle estime que la bataille pourrait commencer dans environ 3 jours, leur laissant un peu de temps pour se préparer mentalement et physiquement. Elle appelle ensuite Taki à avancer et lui demande de distribuer des brochures contenant des informations sur l'île volcanique, et Iris, ne réalisant pas la gravité de la situation, remarque que la brochure est mignonne, tandis que le reste de l'équipe la regarde comme si elle venait de... Cette découverte provoque une vague d'excitation parmi les filles, qui commencent alors à exiger une visite aux sources chaudes pour se détendre avant la bataille. Lisa, toujours celle qui encourage un peu de plaisir au milieu de la tension, tente tout le monde en mentionnant combien les œufs des sources chaudes sont délicieux, mettant l'eau à la bouche. Haruka, observant le groupe avec un petit sourire, se sent un peu soulagée de voir qu'ils commencent à redevenir eux-mêmes et les encourage à bien se reposer avant la bataille. Alors que la réunion se termine, Yu prend un moment pour s'approcher de Teichi et la remercie pour l'effort qu'elle a mis dans la préparation des livrets. Leur conversation change rapidement et Yu commence à parler de Tear et de comment elle parvient à rester joyeuse et positive malgré les souvenirs tragiques qu'elle porte avec elle. Après que tout le monde quitte la salle de réunion, Pharrell tire Yu de côté et lui demande de la suivre jusqu'à la terrasse du navire. Là, elle le surprend en le remerciant sincèrement. Elle exprime son soulagement et sa gratitude que les choses entre Mitsuki et Lisa se soient améliorées grâce à ses efforts, et en signe de reconnaissance, elle lui remet un billet d'une journée pour les sources chaudes, lui assurant que la source sera réservée uniquement pour lui pendant cette période. Cela, dit-elle, c'est pour qu'il puisse se détendre sans se soucier de croiser quelqu'un d'autre. Il accepte le billet avec gratitude et décide de l'utiliser le soir même. Mais à son horreur totale, lorsqu'il arrive à la source chaude, il découvre que les filles ont également décidé de venir en même temps. La situation s'est rapidement transformée en un désastre embarrassant pour lui et il a dû se cacher tout le temps. Plus tard dans la soirée, Mitsuki reçoit un appel urgent concernant une opération secrète que le Nifel a planifiée, et le lendemain, ils reçoivent la nouvelle que le basilic continue son avancée, se rapprochant toujours plus. Tout sur son passage est transformé en sel par ses dévastateurs rayons rouges, et la mer autrefois scintillante et vivante de vagues est maintenant transformée en un désert salé et désolé. Entre-temps, Haruka et l'équipe tiennent une vidéoconférence avec le Major Dillon. Il les félicite pour leur victoire passée contre d'autres dragons, mais les avertit que cette bataille sera beaucoup plus difficile. Il explique en détail comment le basilic émet des faisceaux rouges mortels de ses yeux, capables de transformer tout ce qu'il cible en pierre, en cendre ou en sel, puis il élabore sur l'arme que NIFL a développée pour combattre le basilic. Il explique que les rayons de la créature provoquent un phénomène d'altération accélérée, le comparant à la façon dont les forces naturelles telles que la pluie, la lumière du soleil et le vent érodent les matériaux au fil du temps, et souligne que même une seule seconde d'exposition aux rayons du basilic équivaut à environ 2000 ans de décomposition naturelle. L'équipe commence à paniquer face aux implications de cette révélation, se demandant ce qui se passerait si l'un d'eux était touché par le faisceau. Haruka, tout en restant calme, demande au Major Dillon quelle est l'arme qu'il prévoit d'utiliser, et il révèle que seuls quelques matériaux sur Terre peuvent résister aux effets du temps, le mithril étant l'alliage le plus fort. NIFL a enfermé leur arme, nommée Mistiltine, dans une coque de mithril pour s'assurer qu'elle résiste aux rayons rouges du basilic pendant l'attaque, et les informe que l'arme doit être déployée dans les 12 prochaines heures. Plus tard, Yu et Tyr vont discuter en privé, où Tyr admet qu'elle se sent incroyablement nerveuse et confesse qu'elle a commencé à trembler après avoir appris le pouvoir destructeur du rayon rouge.
Elle exprime sa peur de voir Yu ou l'un de ses amis se transformer en sel. Il la réconforte doucement et assure que tout le monde fait de son mieux pour se préparer à la bataille et qu'ils sont déterminés à la protéger à tout prix. Tyr, se sentant toujours un peu impuissante, se plaint de ne pas pouvoir contribuer au combat, mais il lui dit que sa présence est plus précieuse qu'elle ne le pense et que sa nature joyeuse a le pouvoir d'inspirer et d'élever tout le monde autour d'elle. Encouragé par ces mots, Tyr décide de faire de son mieux pour remonter le moral de tout le monde dans les jours à venir. Cette nuit-là, alors que le basilic se rapproche encore plus, le Nifel commence les préparatifs finaux pour déployer leur arme. Haruka informe à nouveau l'équipe et explique que la portée d'attaque du basilic s'étend jusqu'à 5000 mètres et que le Nifel prévoit de laisser tomber Mistiltein d'une altitude de 8000 mètres, assurant ainsi qu'il reste hors de portée pendant sa descente. Elle exprime ensuite son inquiétude quant à la possibilité que le basilic échappe à l'attaque, mais le Major Dillon la rassure en lui indiquant que les recherches montrent que la créature s'arrête toujours pour riposter contre les menaces perçues, ce qui lui laisse peu de temps pour s'échapper. Teer, ému par le dévouement du Major Dillon, le remercie sincèrement d'avoir fait tant pour la protéger et promet d'encourager tout le monde même si l'anxiété la ronge. Alors que le basilic s'approche de la zone de largage, NIFL positionne l'arme au-dessus de lui et la relâche. L'arme traverse les nuages, tombant rapidement vers sa cible et l'espoir de l'équipe grandit. Le basilic remarque l'arme et tire son faisceau rouge dessus, mais elle reste intacte et continue sa descente. Alors qu'il commence à ressentir une montée de confiance, le basilic ouvre ce qui semble être un troisième œil secret et libère un faisceau encore plus grand, et le signal de l'arme est brusquement perdu, laissant l'équipe dans un silence stupéfait. Haruka se reconnecte rapidement avec le Major Dillon, qui a reçu des rapports de ses officiers, confirmant que l'arme a été complètement détruite par le troisième œil du basilic. Et ce développement inattendu, non pris en compte dans aucune de leurs données de recherche précédentes, laisse l'équipe terrifiée. Alors qu'il traite ce tournant dévastateur des événements, Tear s'effondre sur le sol et sa crête de dragon commence à briller de manière inquiétante alors qu'elle lève les yeux avec peur dans les yeux. Elle informe faiblement l'équipe que le basilic rouge l'appelle et qu'elle a très chaud. Yu tient Tyr fermement dans ses bras alors qu'elle crie de douleur, son corps tremblant submergé par la tension avant qu'elle ne perde complètement connaissance. Il est extrêmement inquiet, voyant sa respiration superficielle et son visage pâle, ce qui rend douloureusement évident à quel point son état est devenu critique. Haruka prend rapidement la situation en main et lui ordonne fermement de l'emmener immédiatement au bureau magique pour des soins médicaux urgents et sans aucune hésitation, il se précipite, le cœur battant d'inquiétude pour le bien-être de Tyr. Plus tard, Haruka, Mitsuki et Yu se réunissent dans une réunion tendue avec le Major Dillon pour discuter de leur découverte concernant la nouvelle menace, le troisième œil sinistre et dévastateur du basilic. L'atmosphère dans la salle est lourde, le poids de leur échec précédent pesant lourdement sur eux, et le Major Dillon commence la réunion en présentant les photos et les données que son équipe a réussi à récupérer lors de la rencontre précédente. Il semble grave alors qu'ils commentent leur tentative ratée précédente, soulignant à quel point ils étaient mal préparés aux capacités écrasantes du basilic. Haruka, cependant, réplique à son pessimisme avec une détermination tranquille et souligne que le basilic a dû ouvrir son troisième œil par désespoir lors de la bataille précédente, suggérant qu'il pourrait ne pas l'utiliser aussi fréquemment qu'ils le craignent. Dylan reste silencieux un moment puis demande comment va Tia. Yu, toujours visiblement bouleversée, l'informe qu'elle se repose à l'hôpital mais n'a pas encore retrouvé sa force habituelle. Plus tard, le Major Loki suggère froidement au faiseur Dylan qu'il pourrait être nécessaire de se débarrasser de Tyr, pour éliminer le risque qu'elle représente en tant que cible d'un dragon, mais Dylan hésite à répondre, visiblement partagé entre le devoir et la morale. Pendant ce temps, à l'hôpital, Teer gît inconsciente, le visage pâle et la respiration faible, tandis que Taichi est assis à côté d'elle. Soudain, Teer bouge légèrement, ce qui fait que Taichi se tend avec inquiétude, mais son téléphone vibre et elle sort à contre-cœur de la pièce pour répondre à l'appel. De retour au briefing, Haruka s'adresse à l'équipe, leur demandant d'être composé et confiant, malgré l'incertitude dans laquelle ils se trouvent. Elle explique ensuite la situation actuelle concernant la nouvelle menace du basilic. Le troisième œil du basilic, elle élabore, possède une portée de tir dévastatrice de 10 km, ce qui est le double de la portée de son rayon rouge de ses yeux ordinaires. Elle décrit ensuite les effets catastrophiques de ces attaques, soulignant l'immense puissance à laquelle ils font face, mais Lisa essaie de remonter le moral, déclarant avec confiance que rien de tout cela n'a d'importance parce qu'ils peuvent encore riposter. Haruka est d'accord, réaffirmant leur engagement envers la mission et déclarant que leur stratégie restera la même, mais avec quelques ajustements critiques pour tenir compte du troisième œil. Elle présente le plan mis à jour avec un détail méticuleux et explique que l'équipe doit se concentrer sur l'attaque des écailles de diamant du basilic à partir d'un angle mort, en veillant à rester en dehors de sa portée d'attaque et à frapper si rapidement qu'il n'aura pas le temps de riposter. Elle explique que le basilic est encore à 150 km de l'île et ils lanceront l'attaque une fois qu'il s'approchera à moins de 6 km. Iris soulève une préoccupation valide à ce sujet, demandant si attendre que le basilic soit plus proche pourrait augmenter le risque de détection. Haruka la rassure en expliquant qu'ils se positionneront stratégiquement de l'autre côté de l'île, en utilisant à la fois la montagne et l'horizon comme bouclier naturel pour rester cachés.
Pour donner une compréhension plus claire, elle décrit comment la courbure de la Terre agira comme un bouclier supplémentaire obscurcissant leur mouvement de la ligne de mire du basilic jusqu'au moment de leur attaque. Elle explique en outre que Tyr servira d'appât, attirant l'attention du basilic vers l'horizon, tandis que le reste de l'équipe se prépare à lancer son assaut depuis l'autre côté de l'île. Elle leur informe qu'une immense quantité de matière noire serait nécessaire pour mener à bien l'opération, et assigne l'équipe en binôme pour optimiser leurs chances de succès. Elle choisit soigneusement les partenaires en fonction de leurs capacités complémentaires, associant Yu à Iris à sa grande joie. Son sourire est radieux et exprime son enthousiasme à l'idée de travailler à nouveau avec lui. Haruka termine la réunion en rappelant à chacun de rester vigilant, en soulignant que l'étendue complète des capacités du basilic reste inconnue et pourrait poser des défis imprévus. Plus tard, Yu sort pour pratiquer ses compétences en antigravité, utilisant des pierres comme cible improvisée pour affiner sa concentration. Alors qu'il s'entraîne, des souvenirs d'une conversation passée avec Charlotte refont surface dans son esprit. Elle lui avait révélé qu'il n'était pas le seul capable de reproduire les capacités d'un dragon et que sa sœur, elle aussi, avait acquis les pouvoirs du dragon violet après l'avoir vaincu. Elle avait également mentionné que du point de vue du dragon, les dés pourraient être vus comme des voleurs s'appropriant leur pouvoir, ajoutant une autre couche de complexité à ses pensées. Un bruit fort interrompt son entraînement, et il se tourne pour voir Iris s'entraîner elle-même à proximité. Ses mouvements sont précis et fluides, un témoignage de son dévouement, et il ne peut s'empêcher d'être impressionné par ses progrès. Il s'approche d'elle et lui fait un compliment sincère, la faisant rougir légèrement, et il s'assoit pour un bref échange, au cours duquel elle exprime sa joie d'être en binôme avec lui pour cette mission. Leur conversation prend une tournure inattendue lorsqu'il lui demande comment elle l'avait remercié auparavant. Troublée, elle change rapidement de sujet, suggérant qu'ils se concentrent sur la mission pour le bien de Tyr et qu'ils pourront en parler plus tard. À l'hôpital, Tyr commence à s'agiter et son expression douloureuse s'adoucit alors que ses amis se rassemblent autour d'elle. Lisa la rassure doucement, promettant qu'ils n'autoriseront pas le dragon à l'emporter, et Yu s'agenouille à côté, lui tapotant doucement la tête en jurant de vaincre le basilic et de la ramener saine et sauve. Les yeux de Terre scintillent de gratitude alors qu'elle trouve du réconfort en leur présence et retourne se reposer. Haruka entre dans la pièce, son expression sérieuse alors qu'elle annonce qu'il est temps pour tout le monde de prendre position. L'équipe fait un signe de tête en cœur. Leur détermination reste inébranlable alors qu'ils se préparent pour la bataille à venir. Alors que le basilic s'approche, désormais à seulement 16 km de l'île, chacun prend sa position désignée, leurs armes matérialisées et prêtes. Yu soulève son énorme canon à antimatière, dont le poids est un rappel frappant de l'immense responsabilité qu'il porte. La tension dans l'air augmente alors que le basilic atteint enfin la marque des 6 km. La voix de Haruka retentit, donnant enfin l'ordre tant attendu d'attaquer. Mitsuki et son partenaire tendent leur arc, canalisant une immense quantité de matière noire alors qu'ils préparent leur attaque. Les autres suivent le mouvement, leurs pouvoirs combinés convergeant en un faisceau massif d'énergie alors que le compte à rebours commence, et le faisceau d'énergie s'élance, tranchant à travers l'île et se précipitant directement vers le basilic. Pendant ce temps, comme prévu, Tyr part sur le vaisseau de commandement servant de diversion pour attirer l'attention du basilic vers l'horizon. Le rayon d'énergie se rapproche du basilic, mais au tout dernier moment, son troisième œil s'ouvre à nouveau et un faisceau rouge aveuglant jaillit, entrant en collision avec leur attaque et la réduisant en éclats. L'impact dévastateur coupe la communication, laissant Haruka et son équipe dans un silence stupéfié alors qu'ils luttent avec le tournant inattendu et catastrophique des événements. Son cœur se serre alors qu'elle contemple l'avenir incertain qui l'attend, le poids de leur échec pesant lourdement sur ses épaules. Le rayon rouge contre-attaque, frappant l'île avec une force écrasante, la transperçant sans effort. Yu et les filles s'empressent d'éviter son chemin dévastateur, esquivant de justesse la destruction causée par le troisième œil. Dans un geste désespéré, Yu pointe son pistolet anti-gravité vers le faisceau, parvenant à en dévier l'angle et à éviter une catastrophe supplémentaire. Tout le monde regarde avec stupeur et horreur les ravages causés par le faisceau rouge, et Haruka prend rapidement le commandement, ordonnant à toutes les unités de battre en retraite immédiatement et de maintenir une basse altitude pour éviter d'être détectés davantage. Yu et les filles restent proches de la surface. L'impact seul réduit l'île entière ainsi que la fumée et la mer environnante à rien d'autre que du sel. Alors que l'équipe d'opération se regroupe et fait son rapport à Haruka, elle leur ordonne d'augmenter la vitesse du navire et de se retirer de la zone de combat sans délai. La tension est palpable alors que tout le monde se rassemble autour de Tyr, leur visage marqué par une profonde inquiétude, et Lisa s'excuse, se plaignant de son incapacité à fournir une aide significative. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont eu d'autre choix que de fuir, et Mitsuki, submergé par la situation, quitte la salle en silence. Yu poursuit son chemin après elle, mais Haruka intervient, l'arrêtant pour exprimer sa gratitude pour ses efforts à assurer le retour sécurisé de tout le monde. Elle le prévient qu'avec l'échec de leur opération, le Nifel ne restera pas silencieux et essaiera d'éliminer Tyr. Après avoir parlé avec elle, Yu trouve finalement Mitsuki regardant la mer, son expression alourdie par la tristesse. Il s'approche d'elle et lui dit de ne pas se blâmer pour ce qui s'est passé, expliquant que le comportement inattendu du basilic était au-delà de toute anticipation.
Elle hésite un instant, mais admet que sans lui et Taichi, ils auraient tous été condamnés. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et lui rappelle la promesse qu'elle a faite à Lisa, l'exhortant à laisser aller la culpabilité qu'elle porte constamment. Il l'encourage à ne pas abandonner, lui tapotant doucement la tête et lui rappelant qu'ils doivent faire de leur mieux avec les capacités qu'ils ont. Plus tard, ils examinent les images de l'attaque du Niffel sur le basilic, cherchant des indices pour comprendre leur échec. Mitsuki, visiblement frustré, se demande comment leur opération méticuleusement planifiée a pu échouer, malgré le fait qu'ils aient pris en compte toutes les variables connues, y compris la ligne de mire du basilic. Il étudie attentivement les images et pointe un élément critique. Détail, notant que le basilic n'a pas utilisé son troisième œil en les poursuivant. Si ça avait été le cas, il aurait pu les atteindre et il n'aurait pas survécu. Déterminé à trouver une solution, il cherche Haruka et demande à parler avec le major Loki du Nieffel via chat vidéo. Loki ne perd pas de temps pour aborder le sujet de Thiar, mais il le coupe, affirmant fermement qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal. Au lieu de cela, il demande si le Nieffel peut leur fournir un autre Mistiltein, même s'il ne s'agit que d'un prototype. Loki, sceptique, se demande pourquoi il demanderait une arme qui s'était déjà révélée inefficace contre le basilic. Il rétorque que le design de l'arme n'était pas fondamentalement défectueux, et insiste sur le fait qu'avec des modifications, il y a une chance que cela fonctionne. Loki accepte à contre-cœur d'essayer, mais le prévient qu'il n'y aura pas d'autre chance s'ils échouent à nouveau. Yu organise une réunion avec Haruka et les filles pour partager ses observations et la nouvelle stratégie. Il explique que l'arme manque d'une armure mythique suffisante, suggérant que leur pouvoir profond pourrait compenser le manque et améliorer son efficacité. Cependant, Lisa soulève une préoccupation critique, et rappelant au groupe que le troisième œil du basilic désintègre même le mithril en quelques secondes. Il reconnaît cela, mais souligne que le troisième œil n'a tiré que 2 fois lors de leur précédente rencontre. Il émet l'hypothèse d'un temps de décharge de 5 secondes entre les attaques du troisième œil, pendant lequel le basilic est sans défense, et frapper pendant cette fenêtre vulnérable pourrait être leur opportunité de le vaincre. Le groupe discute des mesures de contre-attaque potentielles en convenant qu'ils doivent également anticiper les attaques des yeux normaux du basilic pendant la fenêtre de vulnérabilité. Il expose un plan pour utiliser l'arme renforcée pour résister aux rayons rouges normaux et pour porter un coup décisif pendant ce moment critique. Le moral de l'équipe remonte alors qu'ils se rassemblent autour de la nouvelle stratégie, prêts à l'affiner davantage sous la direction de Haruka. Alors qu'il quitte la réunion, Taichi l'arrête, le regard sérieux. Elle le presse contre le mur, exigeant de savoir si la nouvelle stratégie fonctionnera vraiment. Il la rassure en lui affirmant que ce plan est leur meilleure option et qu'ils doivent l'adopter. Taichi hésite, puis révèle son soupçon que les réactions rapides du basilic pourraient provenir d'une capacité inconnue supplémentaire et théorise qu'il pourrait être capable de percevoir les événements à la fin de son temps de décharge, le rendant encore plus dangereux que prévu. Leur conversation est interrompue lorsqu'Iris fait irruption, exhortant Yu à la suivre, et ils arrivent pour trouver Mitsuki et Lisa dans une vive dispute. Mitsuki insiste pour descendre personnellement avec l'arme pour ajuster sa trajectoire si nécessaire, tandis que Lisa s'y oppose fermement, arguant que c'est beaucoup trop dangereux. La tension monte jusqu'à ce que Lisa, frustrée, gifle Mitsuki et que Furil intervienne, offrant de s'occuper de la tâche elle-même, provoquant une vague de volontaires de l'équipe. Le groupe se rallie autour de Mitsuki, soulignant son importance en tant que capitaine et l'exhortant à reconsidérer. Touchée par leur soutien indéfectible, elle abandonne l'idée et accepte d'inclure tous les bénévoles dans son plan pour assurer la sécurité de chacun. Lisa, toujours émotive, exige qu'elle promette de ramener tout le monde vivant. Cette nuit-là, Yu vérifie Mitsuki, la trouvant encore une fois en train de regarder la mer. Il la rassure qu'elle n'est pas seule et ensemble, ils réfléchissent à leurs souvenirs partagés et aux liens qu'ils ont forgés jusqu'à présent. Dans un moment de compréhension silencieuse, ils se tiennent l'un l'autre, se traitant de têtus. Plus tard, Yu décide de vérifier Thiar seulement pour trouver sa chambre en ruine avec les médecins blessés et Thiar nulle part en vue. Pris de panique, il interroge un des médecins qui révèle que Taichi a emmené Thiar. Il se précipite pour la retrouver, son esprit tourbillonnant d'incrédulité, et finit par rencontrer Taichi portant Thiar. Elle déclare que tant que Thiar reste, ils seront tous ciblés par le basilic et insiste sur le fait que Thiar serait plus heureux de devenir un dragon que de faire face à la mort. Quand il lui demande de rendre Thiar, elle claque des doigts, l'engloutissant dans les flammes. Il s'échappe de justesse, réalisant avec choc que Taichi n'est autre que Kili. Et sous ses yeux, elle se transforme en sa véritable forme, entourée de flammes. Kili le nargue impitoyablement, son expression froide et inflexible, et Yu, serrant les dents, exige de savoir si elle avait été parmi eux déguisée tout ce temps. Son sourire silencieux et rusé est une réponse suffisante pour lui donner des frissons. La colère et la détermination montent en lui alors qu'il jure de ne pas la laisser avoir Tyr, déclarant qu'il ne permettra jamais qu'elle transforme Tyr en épouse de dragon. Sans hésitation, il lève son pistolet anti-gravité et tire sur elle, mais elle esquive l'attaque sans effort, se déplaçant avec une grâce presque surnaturelle. D'un geste de son doigt, elle riposte, lançant une série de tirs de feu qui forcent Yu à sauter et esquiver. Sa voix est calme alors qu'elle insiste sur le fait que Tyr est mieux en tant que dragon et de plus en plus frustré, il l'interrompt, criant avec insistance que Thiar a choisi de vivre en tant qu'humain.
Imperturbable, Kili crée un explosif à base de matière noire et le lance vers lui. Il matérialise rapidement son armure et l'utilise pour absorber le choc de l'explosion. Mais la force le fait reculer en titubant. Elle enchaîne avec un coup puissant, brisant son armure et le laissant vulnérable. Pendant un bref instant, il se souvient des paroles de Loki qu'il a le pouvoir de vaincre n'importe qui tant qu'ils sont humains. Serrant les dents, il saisit un morceau de l'armure brisée et se précipite vers elle, la détermination brûlant dans ses yeux. Par pure volonté, il la maîtrise en la plaquant au sol. L'opportunité de mettre fin à sa vie est à sa portée, mais il hésite, son sens de la moralité prenant le dessus. Alors qu'il la relâche et se déplace pour ramasser Tyr, Kili le regarde avec une expression indéchiffrable et lui demande pourquoi il ne l'a pas tuée quand il en avait l'occasion. Il répond avec conviction qu'il la considère comme humaine et c'est pourquoi il ne pouvait pas se résoudre à mettre fin à sa vie. Elle glousse sombrement, se levant, et lui dit qu'il peut avoir terre. Avant de partir, elle l'avertit que le basilic n'est pas comme n'importe quel ennemi qu'il a affronté. C'est une créature qui pourrait même avoir la capacité de prévoir l'avenir. Ces mots lui envoient une vague d'inquiétude, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle vole vers lui et avec un sourire espiègle, dépose un baiser sur sa joue, lui demandant de faire mieux que le basilic avant de disparaître dans les ombres. Juste au moment où il retrouve son calme, Lisa et Mitsuki arrivent. Lisa prend immédiatement Tyr de ses bras, son visage rempli d'inquiétude, et la transporte rapidement à l'infirmerie. À mesure que la nouvelle se répand, le groupe apprend la vérité choquante que Taichi avait été Kili déguisé tout ce temps. Mitsuki, avec une expression grave, demande s'il est vraiment possible que le basilic puisse voir l'avenir. Elle envisage la possibilité et les autres sont d'accord, bien qu'Iris reste encore incrédule face à la tromperie de Kili. Plus tard, Mitsuki convoque une réunion pour revoir le plan d'attaque une fois de plus et explique que l'arme sera larguée d'une hauteur de 15 km et qu'ils se déplaceront tous vers le site de largage en utilisant un grand transporteur fourni par Nihilfel. Mitsuki et Furil seront chargés de contrôler la descente de l'arme, une tâche rendue plus difficile par les tentatives probables du basilic pour l'intercepter. Ils devront maintenir leur position au-dessus de l'arme pour s'assurer que sa trajectoire reste précise, se retirant juste quelques secondes avant l'impact. Le danger est significatif car échapper à l'explosion qui s'ensuit nécessitera un timing et une coordination parfaits. Elle explique ensuite 3 plans de secours au cas où la situation deviendrait imprévisible, s'assurant que chaque membre de l'équipe connaît son rôle. Yo et Iris en particulier ont des rôles flexibles qui s'adapteront en fonction des circonstances. Avant que le groupe ne se disperse, ils prennent tous un moment pour s'occuper de Tia, qui reste inconsciente mais stable. La vue de Tia renforce leur détermination alors qu'ils se préparent à affronter à nouveau le basilic. Pendant ce temps, le basilic a cessé son avancée implacable, restant immobile et regardant le ciel. Hermika, surveillant la situation de près, note l'immobilité inquiétante de la créature. Avec seulement 3 minutes restantes avant le déploiement de l'arme, la tension est à son comble alors que l'équipe s'approche du site de largage. Hermika donne l'ordre final et l'arme commence sa descente rapide. Lorsque l'arme franchit la barre des 12 km, le basilic réagit, tirant un rayon de son 3e œil. Uwe et les autres ajustent la trajectoire en conséquence, mais Mitsuki avertit que l'attaque est survenue plus tôt que prévu. Le changement stratégique du basilic les oblige à mettre en œuvre des plans de secours plus tôt que prévu. Lisa suppose que l'attaque précoce est une tentative délibérée de préparer une autre frappe. L'équipe avance courageusement, affrontant les rayons implacables du basilic alors qu'ils réduisent la distance jusqu'à la marque des 5 km. Fidèle à leur prédiction, le basilic tire un 2e rayon, forçant l'équipe à s'adapter encore une fois. Alors qu'ils approchent des 2 km, la créature lance son attaque la plus dévastatrice à ce jour. Sans autres options, l'équipe abandonne l'arme et lance le plan B. Ils descendent rapidement, armes dégainée, et commencent leur assaut sur le basilic avant qu'il ne puisse lancer une autre attaque avec son 3e œil. Lisa vise le 3e œil, le brisant d'un coup précis avec sa lance, et Yue tire avec son pistolet anti-gravité, tandis que Furil déclenche son attaque aérolame. L'équipe converge sur le basilic, frappant avec une précision coordonnée pour détruire ses pointes semblables à des diamants. Il invoque son énorme canon et porte un coup dévastateur, tandis que Mitsuki et les autres concentrent leurs pouvoirs combinés dans un barrage incessant. Leurs efforts culminent dans une frappe puissante finale qui réduit le basilic à des restes brisés. Dans la salle médicale, l'état de Tia se stabilise maintenant que le dragon a été vaincu. Sa respiration redevient normale et la lueur menaçante de son blason de dragon s'estompe. L'équipe, épuisée mais triomphante, se réunit pour célébrer sa victoire durement remportée. Lisa, les larmes aux yeux, dit à Mitsuki que ses conditions pour le pardon ont été remplies. Elles s'embrassent, rejointes par les autres dans une chaleureuse accolade de groupe. La NIFL reçoit des nouvelles de la victoire, et le Major Dylan et Loki célèbrent avec fierté. Loki félicite personnellement Yue, exprimant son admiration pour leur succès. Lorsque le groupe retourne à l'académie, ils sont accueillis par Charlotte, qui est ravie de les voir, bien que son attention, comme toujours, soit principalement sur Oberon et les filles.
Alors qu'ils reprennent leurs habitudes, Yue partage un moment privé avec Mitsuki. Elle réaffirme ses sentiments pour lui, lui rappelant qu'ils ne sont pas frères et sœurs de sang et qu'elle ne renoncera pas à lui. Plus tard, il se confie à Iris, révélant la vérité déchirante sur l'accord qu'il a conclu il y a 3 ans. Il explique que chaque utilisation de ses pouvoirs lui fait perdre des souvenirs et il craint que s'il continue, il puisse même l'oublier. Elle le rassure avec un sourire chaleureux, promettant de garder leurs souvenirs pour eux deux. Son soutien indéfectible lui donne un sentiment de réconfort alors qu'ils se préparent à faire face à tous les défis qui pourraient se présenter.